Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Loumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Noël, c'est le moment où Holden Caulfield décide de s'enfuir de son internat dans l'attrape-cœur de Salinger. Et dans son errance, dans sa quête identitaire et de sens, Holden est convaincu que d'une seule chose, c'est qu'il doit rendre visite à sa petite sœur Phoebe. Noël, c'est aussi moult comédies romantiques sur toutes les chaînes du groupe M6, mais ça va vraiment pas m'intéresser ici. Mais Noël, c'est aussi bien sûr les règlements de compte, dans des familles plus ou moins dysfonctionnelles. Et sur ce sujet, les films ne manquent pas. La Bûche de Daniel Thompson, avec trois sœurs que tout oppose, jouées par Emmanuelle Béard, Sabine Azema et Charlotte Gainsbourg, qui après de multiples engueulades, en préparant le dîner, finissent par se retrouver dans une seule et même chose, leur amour et leur tendresse infinie pour leur père. Le très cynique conte de Noël d'Arnaud Desplechin, qui se présente comme une véritable tragédie romaine, avec Catherine Deneuve. Je dis romaine car elle se prénomme Junon dans le film, nom qui n'est pas dénué de sens et qui intensifie cette incarnation de la matriarche en lui donnant le nom de la déesse romaine, femme de Jupiter, reine des dieux et protectrice du mariage et de la fécondité. Tout un programme. Dans Conte de Noël, ce personnage rigide et sévère est cette année-là en position de vulnérabilité. Puisqu'atteinte d'une leucémie, ses chances de survie sont infimes et elle recherche un donneur de moelle osseuse au sein de sa famille. Ici, c'est le devoir familial qui est mis en exergue. Les enfants sont invités pour savoir qui d'eux sera compatible et d'accord pour sauver leur propre mère. Or, dans cette famille, un fils, paria, rejeté de tous, le plus jeune, et qui se prénomme Henri, interprété par Mathieu Amalric, a disparu de la circulation pendant des années. Et lorsqu'il revient, ce Noël-là, avec tout son ressentiment, il s'avère être la personne compatible. J'ai prévenu, c'est une tragédie, Desplechin n'y va pas de main morte. Et cela donne cette scène absolument glaçante où Deneuve fume une cigarette la nuit dans le jardin, Amalric la rejoint, elle lui dit « Tu ne m'aimes toujours pas ?» et lui répond en tirant sur sa propre cigarette « Je ne t'ai jamais aimé ?» Elle étouffe un léger rire et rétorque « Moi non plus ». Une relation mère-fils au moment de Noël qu'on a très peu l'habitude de voir au cinéma. À tort peut-être car l'inimaginable vient souvent de la censure et de ce qu'on donne à voir comme acceptable ou non par la morale et les normes sociales. Je ne prône bien évidemment pas la détestation de ses enfants ou de ses parents, bien entendu, et c'est même tout le contraire. Car pensée comme acquise, la famille n'est plus un lieu de bienveillance. Pensée comme acquis, ses membres voient leurs individualités effacées. J'aimerais qu'on développe cette idée qu'il y a une différence fondamentale dans l'appréhension des liens familiaux entre être une famille de fait et faire famille, qui sous-entend un ensemble de valeurs communes, des projets communs, de l'entraide, du dialogue et de l'écoute. Si on prend la philosophie classique, on remarque que les philosophes ont assez peu traité la question de la famille au-delà de la question du mariage, comme c'est le cas de Kant avec une vision quelque peu rétrograde du couple, de la procréation et de la sexualité. Ou alors dans une dimension plus politique et organisationnelle de la famille, comme étant un contrat social, avec Rousseau qui considère le groupement familial comme étant le premier modèle de société. D'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouvait un peu différemment dans la République de Platon. Il avait déjà cette idée, lui, dans la libération des liens familiaux et de faire société, c'est-à-dire de passer de la famille à la cité. Cela étant, je ne connais pas de philosophie classique des liens familiaux, de philosophes qui traiteraient de la nature de ces liens, de la question de l'amour inconditionnel, de questions philosophiques autour du fait de ne pas choisir sa famille et pourtant de s'y lever totalement, etc. C'est d'ailleurs un point que soulève la philosophe contemporaine Sophie Galabru, qui s'est emparée du sujet et interroge les liens familiaux dans son ouvrage Faire famille, une philosophie des liens, paru l'année dernière chez Alary Éditions. Constance Debré, dans son roman Non, avait par ailleurs déjà bien déconstruit l'idée d'amour filial naturel et tout ce qui en découle et qui est socialement lié, soit l'obligation, l'héritage ou nom de famille, etc., dans un style d'écriture assez virulent. Poursuivons avec Sophie Galabru, qui déconstruit donc le modèle classique de la famille, qui n'est autre qu'un modèle conservateur, nucléaire et patriarcal. La Sainte Famille, quoi, pour remettre un petit coup de Noël. En proposant l'idée que les liens ne sont pas innés et immuables, mais comme tous les liens sociaux, ils évoluent et suscitent un travail constant pour expliciter la place de chacun. Et je cite Sophie Galabru dans un entretien donné à Philosophie Magazine, « Une famille, quelle que soit sa forme, suppose l'articulation entre un projet commun et la liberté des individus. Et plus loin, la famille n'est pas naturellement un lieu d'amour, car l'amour, comme le dit le poète Rilke, s'apprend. » Dans mon cas précis, et à ce jour, la famille est un refuge et c'est parce qu'on a la possibilité de repenser ces liens que ceux-ci peuvent prendre tout leur sens et leur valeur, et évoluer dans le temps, car aucune relation humaine, quelle qu'elle soit, n'est figée, et tout n'est que construction, déconstruction, entretien, fondation, refondation. Et c'est pour cette raison qu'on parlera de faire famille, terme utilisé par Sophie Galabru, et qui repose selon la philosophe sur une relation de confiance, de confidence et de respect. Maintenant,
qu'on a parlé des liens familiaux et de rendre possible la remise en question de ces liens en affaiblissant les croyances, le symbolisme et les injonctions sociales qui y sont liées, j'aimerais vous présenter un film que j'adore, qui ne se passe pas à Noël, mais qui tourne autour d'un repas de famille au resto, celui du vendredi soir, sauf que ce vendredi-là, il n'aura pas lieu de la même manière. C'est Un air de famille de Cédric Lapiche, scénario d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui est d'abord une pièce de théâtre jouée et écrite par le couple de scénaristes 2 ans avant l'adaptation. J'ai choisi de prendre un film plutôt sympa en apparence, où on rit beaucoup, un film sur la famille, où les violences existent et sont systémiques, mais il n'y a pas de grand drame qui constituerait une rupture en soi. Ce sont des violences plus ou moins sourdes qui se manifestent du début jusqu'à la fin, dans toutes les conversations, les regards, au sein d'une famille proche, mais pourtant. Quand j'ai découvert ce film, je devais avoir 10 ans. On l'avait loué au Vidéo Futur de Bayonne, à l'époque, et on l'avait regardé en famille. Tout de suite, j'ai voulu être Betty, le personnage d'Agnès Jaoui, l'anti-princesse, qui fume, qui boit, qui s'en fout, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est même grossière d'après sa mère, et ce n'est certainement pas comme ça qu'elle trouvera quelqu'un. Betty, elle est dans une relation qu'elle qualifie elle-même de merdeuse. Mais moi, je la trouvais ouf, cette Betty. Peut-être justement parce que c'était une femme libre, belle, drôle, rebelle, et Agnès Jaoui, elle a ce truc que quand tu la vois à l'écran, c'est pas une star. Son personnage a 30 ans dans le film, et moi j'y suis presque. Et finalement, sans le vouloir, je ne suis pas si éloignée d'elle. Bon, après, c'était peut-être plus facile que si j'avais voulu la vie d'Anna Scott dans Coup de foudre à Notting Hill, par exemple. Aujourd'hui, je connais le film par cœur, donc j'ai dû le voir et le revoir peut-être 10 fois depuis la première fois. Et petit à petit, je l'ai trouvé plus dur. Alors qu'adolescente, j'y voyais une comédie, je m'attachais davantage à la relation entre Betty et Denis. Adulte, je vois le film différemment, beaucoup plus violent, empreint de non-dits et de vacheries, une famille où l'obligation, l'habitude et l'idée que de toute façon ces liens sont acquis et que ça va de soi, la prive d'amour, de respect et de reconnaissance. Et finalement, chacun de ses membres est à la fois cruel vis-à-vis des autres, mais aussi victime de cela. Le film a été distribué par Bach en novembre 1996, pile un an après ma naissance. Je vais vous lire le pitch qu'on retrouve sur Allociné. C'est une histoire de famille. Chez les Ménard, il y a un rituel. Toutes les semaines, on s'est réunis un soir au café dont Henri est le patron, et on va manger tous ensemble au Duc de Bretagne, le meilleur restaurant de cette petite banlieue de province. Un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d'Henri, manque à l'appel. Elle est partie une semaine pour réfléchir. Ce drame qui pourrait rester minime va dériver, puis grossir, puis à son tour amplifier d'autres drames plus profonds que cette famille entretient et nourrit depuis l'enfance. Une famille, c'est comme un cadeau. Une fois qu'on l'a offert, on est un peu obligé de le garder. Et justement, je pense que cette dernière phrase du pitch devrait être repensée, parce qu'en plus on ne sait pas du tout à la fin du film si finalement quelque chose ne s'est pas définitivement cassé chez les Ménard. Rien à voir avec Robert Ménard, hein, Dieu merci. Bon, il n'y a pas de spoil, hein, c'est pas un grand film à suspense. Ce vendredi soir, au parc tranquille, les disputes, les cris et même les rires ne sont jamais anodins. Et c'est de violences sexistes, classistes, de mépris social dont on parle au sein d'une même famille. Chacun et chacune est assigné à une place. On a Henri, merveilleusement interprété par Jean-Pierre Bacry, auquel personne n'accorde crédit. En manque de reconnaissance, il passe pour le gars simple, bougon, voire un peu idiot, alors qu'on ne lui autorise tout simplement pas à parler. Betty, qu'Henri dénigre pour son manque de féminité, que son autre frère Philippe paterne en lui offrant par exemple un travail comme si c'était un cadeau sans jamais faire valoir ses capacités à elle, et leur mère qui poursuit dans le mépris social et intellectuel de son aîné, dans le dénigrement et le jugement de sa fille, qui n'est ni mère et lui fait bien remarquer qu'à son âge des enfants elle en avait déjà 3, ni épouse d'eux. Mais cette violence des mots, tu parles comme un homme, tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi ça franchement, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ma préférée, est complètement normalisée au sein de cette famille. Ça choque légèrement Denis qui travaille pour Henri mais à qui on laisse finalement très peu de place. Et puis il y a Philippe, l'enfant prodige, le bébé à sa maman, qui montre une telle dépendance au regard des autres et surtout à son statut professionnel. Il est soumis à son patron, à son image, il est très loin d'être libre malgré son aisance économique et ce qu'il prétend être. Et il passe ses nerfs sur son épouse Yolande, à qui il parle comme à une sous-merde, comme le dit Betty. Yolande, interprétée par Catherine Fro, fête son anniversaire ce soir-là. Personne ne l'intègre vraiment en discussion. Son mari la limite dans tout. Quand elle veut danser, prendre un verre, s'exprimer un poil plus. Alors oui, tout le monde l'appelle yo-yo, mais vu comment il semble la considérer, c'est bien plus infantilisant que réellement affectif. Quand Arlette, la femme d'Henri, finit par téléphoner au père tranquille, le sexisme et la violence machiste se fait très vite ressentir chez cet homme par cette séquence. Au moment où Arlette lui annonce qu'elle est chez une copine et qu'elle réfléchit à leur relation, il finit par un « je te parle comme je te parle », il raccroche et dit à Denis « tu vas voir, je vais y aller, moi, je vais lui foutre mon poing dans la gueule à celle-là ». Réaction verbale certes, mais absolument choquante à l'heure où en France, aujourd'hui, une femme sur 10 sera victime de violences conjugales au moins une fois dans sa vie. Chiffre de la Fondation des femmes.
Et puis il y a Caruso, le chien paralysé, le tapis mais vivant, qui voit tout, désespéré, et qui remarque bien que la nature des hommes est d'une très grande bestialité. Et Betty dira à sa mère: Tu traites Denis comme un chien. Je dis comme un chien, je devrais pas, c'est encore ce qu'on traite de mieux les chiens dans la famille. Le mépris social intrafamilial que subit Henri et cette course à la réussite que mène Philippe font que les deux frères ne jouent pas dans la même cour des grands. Philippe passe à la télé régionale pour parler de l'entreprise dans laquelle il travaille, il est la fierté de sa mère, c'est donc la prétendue réussite, l'ascension sociale qui distingue les deux personnages. Les flashbacks de leur enfance sur Come Prima de Dalida ne font que souligner cela. C'est qu'avant que l'idée de réussite, de travail, de mérite, d'argent vienne empiéter leur terrain de jeu, la fratrie riait, jouait, était sur un pied d'égalité. Il y a donc une modification des rapports et une domination sociale intériorisée qui se fait par la place que les membres de cette famille occupent dans la société capitaliste et non pas la place qu'ils occuperaient au sein de la famille autour de valeurs et de critères qui ne seraient pas issus de la sphère socio-économique. Pour Henri, le seul moyen qu'il trouve de se faire remarquer, c'est l'acte manqué, et d'oublier de regarder son frère qui passe à la télé quelques heures avant. Mais de toute façon, il le sait bien, il est trop con pour qu'on lui demande son avis. Betty évolue dans le film, elle s'émancipe de l'image qu'on lui a inculquée de ses frères, et ne manque pas de faire remarquer sa différence de traitement à sa mère et s'énerve. Mais on est au courant, maman, tout le monde est au courant, par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con, c'est très simple à retenir. Et Denis qui s'en mêle et demande: Et toi? Ce à quoi elle répondra: Moi, je suis une fille, c'est pas noté pareil. On voit par cette séquence à quel point le capitalisme et ses classements s'invitent au sein du cercle familial, sans parler du patriarcat qui concède aux femmes d'une famille une place bien attitrée. Toutes ces violences sont intériorisées par les personnages qui n'ont jusqu'alors jamais contredit et repensé les liens qui les unissent. C'est l'habitude, celle du vendredi soir, qui crée la famille ici. Les rôles sont figés et il a fallu d'une soirée pour les déconstruire une première fois. Après ce fiasco de l'anniversaire de Yo-Yo, finalement, est-ce que ça n'a pas été le moyen pour chacun, chacune, de refaire famille en déterminant sa propre place? On peut y voir ça dans ce dernier à vendredi lancé par Bakri à sa mère. J'aime toujours autant ce film, parce qu'on y rit beaucoup. Denis, ce maladroit rêveur et qui figure comme une sorte de conscience qui a toujours le bon mot, la bonne répartie. Henri par sa mauvaise foi, Yolande qui au cours du film se libère, et Betty qui l'ouvre. C'est autant de moments de punchline qui font rire et qui font réfléchir. Et j'aime aussi ce film justement parce qu'il mène à toutes ces réflexions et mon regard a évolué sur ces personnages à mesure que j'ai grandi. Tous les personnages me touchent par leur fragilité ou leur force. Sauf peut-être la mère, j'avoue, très difficile à apprécier. C'est loin d'être une simple comédie et je vous invite à découvrir le film si vous ne l'avez jamais vu ou à le revoir si vous l'avez vu plus jeune. En tout cas, faut jamais croire que tout nous est dû. Ça, c'est que la famille Arnaud Pinault qui pense ça. Et pour la peine, je vais lire un petit passage de La famille d'Orelsan. C'est quand on risque de perdre les choses qu'on comprend leur valeur. Je suis émotif, j'aurais pas dû attaquer le punch à 4 heures. C'est fou à quel point je suis soulagée que personne fasse la gueule. Si personne me demande de chanter, je crois que je vais le faire tout seul. Noël arrive à grands pas, entraînant dans sa hotte pression familiale, sociale, économique, normative. Rien de mieux pour réfléchir à nos liens et à celles et ceux qui comptent pour nous. S'émanciper et tenter de prendre sa place à soi pendant ses repas. À ce propos, si les sujets politiques et sociétaux nous irritent, voire impliquent de nier notre identité, nos valeurs, nos relations sentimentales ou amicales, notre position sociale dans la société, et notamment en tant que femme et ou en tant que jeune, etc., on l'ouvre quand c'est possible bien sûr. On donne des chiffres, des arguments. Des petits manuels peuvent être utiles à ce sujet, comme Sois jeune et tais-toi, paru en mars 2023, et Résister de Salomé Saké, sorti en octobre dernier. De très courts livres édités chez Payot, ou nombre de podcasts féministes, écologistes, LGBTQIA+, contre le racisme systémique, etc. Je ne vais pas donner des noms, il y en a trop, chacun et chacune peut trouver ceux qui lui correspondent le mieux. Et toujours garder en tête que le terme de conflit générationnel a ses limites quand il sert à diviser, à stigmatiser et à ignorer. Et puis sinon, il y aura toujours les potes. Et pourquoi pas faire une soirée déguisée en Père Noël et en Tatooman, comme Chandler et Ross. C'était Popples, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.